voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des forums nationaux et de la refondation entame du 24 février au 19 mars une session stratégique d'interaction avec les départements ministériels pour évaluer l'état d'exécution des engagements et mesurer l'impact réel des réformes sur les populations. Engagement social et communion spirituelle Sungalo Solidarité mobilise tous les ministres sur le terrain pour accompagner les fidèles musulmans au moment de la rupture du jeûne. Violent incendie au cœur d'une infrastructure stratégique du réseau électrique national. Le poste de transformation de la Sogem-EDM lourdement endommagé. L'EDM déploie un dispositif d'urgence pour préserver la continuité de l'approvisionnement. Mutation et transfert de propriété, respecter les obligations prévues par la loi domaniale de 2020 et l'arrêté de 2023 essentiel. Ignorer ces formalités pour les biens mobiliers et immobiliers peut exposer les citoyens à des conséquences juridiques lourdes, mais il existe des moyens de se prémunir des litiges. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 20h. En ce mois béni de Ramadan, mois de foi, d'efforts et de partage, l'actualité nationale reste marquée par une dynamique d'engagement institutionnel, de solidarité et d'action au service des populations. Et nous ouvrons cette édition avec la volonté affirmée des autorités de consolider les fondations de l'État, maintenir la stabilité des institutions pour réussir la refondation. C'est l'objectif clairement affiché par le ministre chargé des relations avec les institutions. Pour sa première visite à la Cour constitutionnelle du Mali, il a plaidé pour une collaboration étroite et permanente avec les hauts magistrats, une démarche placée sous le signe du dialogue et de la responsabilité, favorablement accueillie par la présidence par intérim de la haute juridiction. Le reportage d'Alousseni Touri. Première prise de contact officielle cet après-midi à la Cour constitutionnelle. Le nouveau ministre de la Refondation est venu poser les jalons d'une collaboration qu'il souhaite stratégique. Pour le nouveau membre du gouvernement, il s'agit de créer un pont solide avec la garante de la constitutionnalité des lois. Il était de bon ton qu'on vienne à la Cour constitutionnelle, qui est une institution très importante de la République, pour échanger sur un cadre partenarial à concevoir et qui va être, n'est-ce pas, important pour le processus de refondation. Il s'agit de proposer un nouveau cadre de partenariat entre les institutions. Vous le savez que les institutions de la République tiennent leurs prérogatives de la Constitution. Donc, elles sont très souvent jalouses de leurs attributions, de leurs prérogatives. Donc, un ministère dédié, n'est-ce pas, aux bonnes relations entre les institutions se doit de proposer ces cadres partenariats interinstitutionnels pour éviter des cloisonnements. Le président par intérim de la Cour a salué le choix du nouveau ministre, soulignant ses compétences pour mener à bien cette mission délicate. Nous avons passé en revue très brièvement les attributions et de son département et de la Cour constitutionnelle. Et nous avons dégagé ensemble les voies et moyens pour pouvoir œuvrer la main dans la main à l'atteinte d'objectifs fixés par son Excellence le Président de la Transition.
à savoir la construction d'un Mali nouveau. Ce Mali nouveau qui doit reposer sur des piliers forts. Et ces piliers forts ne peuvent être érigés que sur une bonne appréhension de l'ensemble des questions qui se posent à la nation. La feuille de route est désormais tracée. Dans cette période de transition, le chantier des réformes reste la priorité absolue. Elle constitue le socle de la refondation tant attendue. Et dans le même esprit de suivi et d'évaluation des engagements pris devant le peuple, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des forums nationaux et de la refondation a entamé ce 24 février une session d'interaction avec les différents départements ministériels. Jusqu'au 19 mars, il sera question d'examiner l'évolution des recommandations issues des assises nationales de la refondation et autres forums, un exercice de redevabilité destiné à mesurer les performances et à mieux répondre aux attentes des populations. À l'issue des travaux, un rapport annuel 2025 sera remis aux plus hautes autorités. Le point de démarrage avec Aljumatina. Session technique et d'actualisation de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, initiée par le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des forums nationaux de la refondation. La session qui dure jusqu'au 19 mars prochain permettra au sincère FNR d'échanger avec les 28 départements ministériels du pays sur les recommandations qui les concernent et qui ont été formulées lors des assises nationales de la refondation et les forums nationaux qui se sont tenus. Ces interactions auxquelles participeront les 28 départements ministériels permettront la production du rapport annuel 2025 comprenant les recommandations issues des assises nationales de la refondation et celles des forums nationaux qui ont suivi. L'année dernière, à la date du 2 mai 2025, se tenait dans la même salle la première journée d'interaction. Aujourd'hui, il est question des recommandations formulées lors des assises nationales de la refondation et les autres forums qui ont été tenus postérieurement relativement au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines et des affaires foncières et celui des transports et des infrastructures. La rencontre sera ainsi l'occasion de pouvoir analyser ensemble l'évolution des indicateurs de performance par rapport à chaque département en termes de recommandations formulées lors des annuaires et les autres forums. Des indicateurs de performance, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont issus des assises nationales de la refondation sur la base desquels on a convenu avec chaque département qu'est-ce que le département fait concrètement par rapport à une action concrète. Quelle sera la référence? Si c'est une loi, on le consigne ensemble qu'on appelle la stabilisation. Nous avons stabilisé l'ensemble des indicateurs ensemble. Et aujourd'hui, on vient vérifier avec eux qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'eux-mêmes ils avaient dit par rapport à chaque recommandation. Comme les différentes recommandations sont réparties entre les différents ministères, alors il faut voir avec chaque ministère qu'est-ce qui est fait sur ce qui avait été promis d'être fait. La session qui se veut un exercice de redevabilité s'est penchée en premier lieu sur le département en charge de l'urbanisme et celui des transports. L'idée de la refondation, c'est à chaque fois, lorsqu'on planifie, c'est de réaliser ce qu'on a dit de faire. Si vous vous engagez à faire une action, à l'heure du bilan, vous devez rendre compte de ce que vous avez fait. Et nous sommes là dans ce contexte. Avec ces départements, par exemple, il y a une des recommandations qui concerne la sécurisation des terres, des villages qui sont dans des domaines, dans des endroits miniers. Cette action devait être réalisée en 2025. Le sincère FNR, à travers ses interactions, va apprécier le niveau de réalisation des différents départements ministériels, puis produira son rapport annuel 2025 sur les indicateurs de performance des 28 départements ministériels qu'il remettra au président de la transition, chef de l'État. Notre actualité marquante, un violent incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier aux environs de 3 heures du matin au niveau d'un poste stratégique de la Société de gestion de l'énergie de Manantali, un maillon essentiel dans l'acheminement de l'électricité au Mali. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont importants.
Les équipes de l'énergie du Mali, conduites par leur directeur général, sont mobilisées pour contenir l'impact sur l'approvisionnement des ménages et des industries. Les autorités rassurent, la situation est sous contrôle. Pour des mesures de sécurité, notre équipe de reportage n'a pas pu avoir accès au lieu du sinistre. Élément d'explication avec Madame Indravé, directeur général de l'IDM, au micro de Tamsir Diabaté et Drissa Traoré. Nous avons été informés aux alentours de 3 heures du matin d'un incendie sur le transformateur numéro 1 de la CEMAF. CEMAF, c'est la société technique qui s'occupe des infrastructures de la SOGEM. Mon équipe et moi, nous sommes rendus sur les lieux et cet incident a provoqué la perte des 2 salles de commande, c'est-à-dire la salle de contrôle commande de la CEMAF et la salle technique de 15 000 d'EDEM. Dans l'ensemble, tout est sous contrôle. Dieu merci, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mon équipe et moi, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour situer la gravité de l'incendie et de trouver les solutions pour pouvoir couvrir la desserte. Alors, est-ce que vous rassurez aujourd'hui la population que les solutions ne manqueront pas pour faire face aux défis? Tout d'abord, j'aimerais remercier la population. Nous allons tout faire, malgré l'incident, pour trouver des solutions rapides pour que la couverture ne puisse pas être impactée par l'incident. Les techniciens sont sur place. Ils sont en train de tout faire pour le redéploiement rapide de la centrale. Et parce que la promotion de la femme reste un axe prioritaire, les organisations féminines de la société civile ont tenu cet après-midi un cadre de concertation avec la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Objectif, mieux structurer les associations pour plus d'efficacité et de résultats. Les participantes ont à cette occasion adressé une mention spéciale au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour le soutien constant qu'il apporte aux femmes du Mali. Les détails avec Awadit Kamara. Elles sont militantes associatives et responsables d'organisations féminines, entrepreneurs sociales, bref, femmes conscientes de leur apport pour le développement du Mali. C'est pourquoi elles ont répondu massivement à l'invitation de leur sœur, non moins ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce cadre de concertation entre le département de tutelle et les organisations de la société civile valide des textes juridiques du dit cadre. Il s'agit d'un document de 9 articles qui devrait poser les bases d'un fonctionnement clair et harmonisé. Parmi les sujets évoqués également, la mise en place d'une base de données nationale des organisations féminines, un outil stratégique pour mieux répertorier les associations, cartographier les actions sur le terrain pour plus d'efficacité. Les organisations féminines sont fortement engagées dans la défense des droits des femmes, dans leur épanouissement et leur autonomisation économique. Cependant, les efforts sont souvent disparates, dispersés et discontinus. La création d'une seule entité fédératrice pouvant perdre le nom de Conseil national des femmes du Mali sera de nature à optimiser les efforts et à les rendre plus visibles. Ce cadre-là permet un échange d'idées entre le ministère et ses organisations de femmes. Dans le cadre du travail, je pense que ça permet d'améliorer considérablement la collaboration. Aux côtés de la ministre en charge de la promotion de la femme, ses collègues de l'entrepreneuriat et de l'assainissement, une solidarité gouvernementale qui aura permis d'aborder les questions liées à l'autonomisation des femmes dans une approche transversale, sans oublier leur contribution dans la protection et la préservation de l'environnement. Ce partage va permettre à ces femmes d'être au même niveau d'information, mais aussi d'être mobilisées pour se mettre encore au service de la nation. Et formuler le vœu que cette fois-ci, les femmes du Mali puissent s'entendre, coordonner leurs actions. Faisant suite aux états généraux de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali, organisés en 2025, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dans le cadre de la recherche de l'inclusivité et l'implication de toutes les femmes,
a décidé de fédérer toutes les femmes du Mali au sein d'une seule entité pour qu'elles puissent avoir beaucoup plus d'impact. Au cours des échanges, une mention spéciale a été adressée au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a récemment reçu le rapport des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce geste est perçu par les femmes comme un signal fort des autorités dans la prise en compte des préoccupations et recommandations issues de ces assises nationales-là. En cette période de jeûne, l'initiative présidentielle Songolo Solidarité continue de fédérer les Maliens autour des valeurs de partage et de cohésion sociale. À Kati et en commune 3 du district de Bamako, des membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, celui de la Réconciliation et la ministre des Transports ont pris part à des ruptures collectives de jeûne aux côtés des populations, un moment de communion, de prière pour la paix et la stabilité du pays. Sur le terrain, Boubacar Bablentouré et Bokari Koulibaly. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, en parfaite communion avec la population de Kati en ce mois béni de Ramadan. Le cadre s'appelle Songolo Solidarité. Cette initiative du gouvernement qui est à sa 3e édition vise non seulement à rapprocher davantage les membres du gouvernement de la population, mais aussi d'être plus solidaire envers elle. Comme le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a eu à le dire lors du lancement de Songolo Solidarité. La solidarité est une responsabilité nationale. Donc je me réjouis de participer à cet élan de solidarité à travers cette rupture collective du jeûne ici à Kati. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et des membres du gouvernement, j'exprime ma gratitude à l'ensemble des acteurs ici présents. Avec à ses côtés les autorités administratives de Kati, le chef d'état-major général des armées et d'autres officiers supérieurs, le ministre en charge de la Défense a pris part à la rupture collective du jeûne. Une rupture suivie quelques instants de la prière du Maghrib. Je suis vraiment très content. Je veux que ça se pérennise. Je remercie Dieu. Je félicite nos autorités, en commençant par le président de la République, ses ministres, d'avoir organisé ça à Kati. Un moment mis à profit par les fidèles musulmans pour faire des bénédictions, non seulement pour les forces armées maliennes, mais aussi pour la paix et la stabilité dans notre pays. Briser les barrières et rapprocher. Songolo Solidarité s'impose comme un véritable cadre fédérateur. Bien plus qu'une rupture collective de jeunes, l'initiative rétisse les liens sociaux et ouvre un espace d'écoute directe entre gouvernants et gouvernés. Au terrain de la commune 3 du district de Bamako, autorités et populations se retrouvent autour d'une même table. Le président de la transition, chef de l'État, son excellent le général d'armée Assimi Goïta, a instruit à tous les ministres et même au Premier ministre, pendant le mois béni du Ramadan, que les ministres puissent aller couper le jeûne avec la population en général. Donc c'est dans ce cadre que nous retrouvons aujourd'hui au niveau de la commune 3. Ça nous permet de nous rapprocher de la population, ça nous permet de passer un moment de communion ensemble et ça nous permet de montrer que et les dirigeants et les populations, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes au service des uns et des autres. C'est ça, le vivre ensemble. Que les autorités soient tout le temps en communion avec la population, c'est rassurant. Et c'est une initiative qui est très salutaire. Donc nous demandons à la population de venir envers les autorités pour qu'ensemble nous puissions faire des bénédictions pour notre pays. Au nom des habitants de la commune 3, le maire salue cette chaîne de solidarité impulsée au sommet de l'État. C'est un honneur qui nous a été fait par le président de la transition en prenant cette initiative de ne laisser personne à côté. Il a tendu la main pour que ce mois béni, qu'on puisse le passer dans de meilleures conditions. Et c'est le lieu de lui rendre
un hommage mérité. Le jeûne rompu, les gorges rafraîchies, les regards se tournent vers l'essentiel, les tapis de prière. Dans un silence empreint de solennité, les bénédictions s'élèvent pour la paix, la réconciliation et l'unité nationale. Sungalo Solidarité, au-delà du repas, est un message d'unité. Et toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Même mobilisation, communes 6 et 1, jeunesse, autorités coutumières et religieuses ont massivement répondu à l'appel du gouvernement, témoignant de leur adhésion à cette initiative de solidarité nationale. Et c'était avec les ministres de la communication, de la promotion de la femme et de la refondation de l'État. Les détails avec Youssouf Diakité, Hawa Adamo Koulibaly. Le soleil regagnait lentement sa tanière lorsque 2 véhicules ministériels s'immobilisèrent sur le terrain Angers, soigneusement apprêtés pour la rupture du jeûne. Thé fumant, repas chauds et espaces de prière étaient disposés avec sobriété. Les habitants de la commune 1, aux côtés de leurs convives, attendaient patiemment l'heure propice. À l'appel de la ZAN, les premières bouchées furent partagées et les cœurs s'ouvrirent à la joie. Un instant simple mais fort, celui d'un rapprochement entre gouvernants et gouvernés. dɔw la an b'a kɛ bonya kɔnɔna na an b'a kɛ wasa kɔnɔ mais bi ta de dépassera parce que an kɔntana kojugu ministres nana ka na lajɛ dugutigiw nana donc an kɔntana trop an ye sun tigɛ hɛrɛ kɔnɔna na bonya kɔnɔna na ka tila ka taa seli ɲɔgɔn fɛ o ye silamɛya de o. Si aujourd'hui les plus hautes autorités ont eu cette bonne initiative pour que nous commémorons ce mois de Ramadan, nous ne faisons que remercier Dieu et les féliciter. Loin de leur charge et responsabilité envers la nation, les hommes et les femmes réunis sur le terrain Angers se retrouvent sur un pied d'égalité. Ils sont avant tout humains et maliens. S'il y a quelque chose que la religion nous enseigne le plus, c'est la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Donc, quoi de plus normal qu'on soit avec la communauté de la commune 1, le Ramadan nous enseigne les valeurs de la fraternité, de la solidarité et les valeurs de l'humanité. Cette 3e édition de l'initiative Sungalo Solidarité coïncide avec le carême chrétien, un symbole fort pour les autorités qui y voient le renforcement de la communion entre les communautés et une double expression de l'entraide, valeur profondément enracinée dans l'âme du Mali. Sungalo Solidarité est une initiative présidentielle pour apporter le soutien de l'État aux communautés religieuses pour le bon déroulement du mois de Ramadan. Nous sommes en commune 6 du district de Bamako. Ce sont la jeunesse, les autorités coutumières et religieuses qui sont à l'honneur en compagnie du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous avons partagé des moments de fraternité et de solidarité. Et ceci à l'initiative du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a initié depuis quelques années cette rupture du Ramadan. Et nous, les membres du gouvernement, nous venons au niveau des populations et nous faisons acte de solidarité, d'empathie et puis d'inclusivité. Cela témoigne de façon très concrète l'option d'inclusivité du gouvernement de la République du Mali qui opte pour vraiment ne laisser personne de côté et que ce soit au sommet de l'État ou à tous les niveaux des échelons de la population afin que le sommet et la base du pays puissent être en communion parfaite. Cette initiative des autorités de la transition est hautement appréciée par les bénéficiaires. L'édition 2026 de Sungalo Solidarité s'est également déroulée à Daoudabougou et à Lafiabougou, toujours dans un esprit de communion et de ferveur. Les ministres de la Santé, du Sport et de la Culture se sont joints aux populations pour la rupture du jeûne, renforçant les liens entre l'État et les citoyens. On en parle avec Al Jumatina et Ibrahim Kaukonate. L'initiative gouvernementale Sungalo Solidarité, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, se renforce dans la ferveur en ces mois de dévotion. La population de la commune 5, singulièrement celle de Daoudabougou, a vécu dans la communion et dans la fraternité l'édition 2026 de l'initiative sociale voire religieuse avec les ministres de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et celui de la santé et du développement social.
C'est la volonté des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui ont pris le bon Dieu pour que non seulement ce mois de Ramadan et ce mois de Carême soient vraiment bénéfiques pour tous les Maliens. Parce que pour une fois, et les chrétiens et les musulmans, nous sommes en train de jeûner, que Dieu exauce nos prières pour avoir un Mali plus apaisé, un Mali plus solidaire. La solidarité est l'une des vertus fondamentales de notre société. Avant la rupture collective, les questions liées à la citoyenneté se sont invitées dans les échanges avec les communautés locales, plus précisément les jeunes. C'est que peu importe les confessions religieuses de chacun, nous sommes des Maliens, nous sommes le Mali, nous constituons un ensemble et nous devons nous donner la main pour avancer. Ça donne l'occasion aussi aux gens de poser leurs questions, mais de dire ce qu'ils pensent et ça permet ces échanges-là et je pense que cela est très très important. Vous avez vu la ferveur, la mobilisation de la population, comme pour dire que ils ont pris corps et effet pour la chose. Ça veut dire que la cohésion pour laquelle les plusieurs autorités ont initié est déjà là. Autorité, légitimité traditionnelle, autorité communale et regroupement de jeunes ont ainsi passé dans la convivialité, la rupture collective, puis ils ont prié pour le pays. Cette initiative Songalo Solidarité illustre la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Elle vise à renforcer les liens entre les autorités et les citoyens dans un esprit de proximité, d'écoute et de solidarité. Le mois de Carême est un mois très spécial, c'est un mois de pardon, c'est un mois d'union, un mois d'unité et un mois de communion. C'est ce message fort que le président de la transition adresse à toute la nation pour partager une convivialité en ce moment de prière. Et donc ce fut un grand moment ce soir avec toute la commune 4, ce fut un grand moment de partage, de communion, de prière collective, non seulement pour l'unité et la paix. Cette rencontre a permis d'écouter les préoccupations des populations et de réaffirmer l'engagement des autorités à œuvrer pour le bien-être collectif. Toutes les couches de la communauté sont représentées, ils sont là, donc en communion, et en solidarité et en fraternité, ensemble avec le ministre de la Culture. En faisant la rupture avec la population, ça montre l'engagement des plusieurs autorités à soutenir cette population pendant ces mois difficiles de Ramadan, en montrant à la population que nous sommes tous les mêmes et nous nous battons pour la bonne cause, pour l'avenir de notre Mali. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère conviviale marquée par des moments de prière. À l'intérieur du pays, l'initiative a été lancée dans la région de Kaï, à la grande mosquée de Kaï et à Tombouctou, à la mosquée Sankoré, en présence des autorités administratives, politiques et religieuses. Kabadiara depuis Kaï et Najim Baba Sissé depuis Tombouctou. Les activités de l'opération Songalo Solidarité ont démarré hier dimanche 22 février 2026 par une rupture collective de jeunes à la grande mosquée de la cité des Rails. Ils étaient plusieurs fidèles musulmans à procéder à cet exercice en compagnie du chef de l'exécutif régional. Cette opération consiste à mettre à la disposition des membres des différentes communautés religieuses pendant le mois de Ramadan pour les musulmans et le mois de Carême pour les chrétiens, de permettre à tous ceux qui jeûnent de pouvoir rompre le jeûne sans trop de difficultés. Cela témoigne de l'attention des plus hautes autorités sur ces différentes communautés, mais aussi de leur intérêt pour la religion. Cette activité aussi a pour but de renforcer cette valeur de solidarité qui incarne notre société et également de renforcer la cohésion, non seulement au sein des différentes communautés, mais entre les différentes communautés religieuses aussi. Le gouverneur de la région de Kaï a ensuite invité les fidèles musulmans à intensifier les prières pour le retour de la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Une séance de prêche à la mosquée Sankoré, l'un des 3 sites retenus, suivie de la prière du Maghreb, donne le ton de la 3e édition de Songalo Solidarité à Tombouctou. Le gouverneur de la région, accompagné d'une forte délégation, partage cette première rupture dans une cohésion empreinte de convivialité. Ça rassemble les gens, la cohésion sociale, et les gens qui n'ont pas de moyens peuvent se retrouver pour la rupture. Un mois de partage, mois de pardon, mois de bonnes œuvres, vraiment donc grâce à Allah. Et nous remercions aussi les hautes autorités qui ont initié cette rupture collective. Le quartier Kabara et l'IFM Égir sont les 2 autres sites dont le choix est salué par les responsables. L'école compte pour sa part
environ 800 élèves maîtres. L'aspect qui m'a beaucoup touché, l'entourage même de l'IFM Égir est venu participer avec nous. Je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments humains, mes sentiments religieux, sociaux par rapport à cette initiative du gouvernement. Chaque jour, il y aura une distribution de 450 kits aux fidèles musulmans. C'est l'occasion encore pour nous de remercier les autorités pour cet élan de solidarité pendant le mois de Ramadan. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier toute la communauté musulmane, les fidèles musulmans, les hauts conseils islamiques pour les efforts qu'ils fournissent au quotidien pour la paix sociale, pour le retour de la paix. C'est encore l'occasion pour moi de les inviter à continuer à prier pour le retour de la paix dans notre cher pays le Mali, pour le retour de la paix dans notre chère région Tombouctou. Le gouverneur clôt cette rupture par une visite d'un poste de santé aménagé pour la prise en charge d'éventuels cas de malaise tout au long du Ramadan. En ce mois sacré de Ramadan, la solidarité présidentielle prend une importance toute particulière. Sous l'impulsion du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le conseiller spécial chargé des œuvres sociales a remis 1000 kits alimentaires destinés aux artistes et artisans. Ce geste à la fois social et symbolique marque une reconnaissance historique du rôle stratégique de la culture dans la construction nationale. Reportage Moussa Kamara et Abdoulaye Djara. Artistes, artisans et responsables des fêtières culturelles, tous étaient là pour recevoir 1000 kits alimentaires. C'est encore les œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. En ces mois bénis de Ramadan, ce geste symbolique témoigne de la solidarité et de la reconnaissance des autorités envers les secteurs artisanal et culturels. Un sentiment de joie parce que beaucoup de gens vont recevoir de quoi étancher leur soif et leur faim. Ça, c'est déjà une joie pour moi. La joie est communicative. Satisfaction de savoir que le pays pense aux artistes. Et satisfaction aussi de voir que les artistes ont compris que tous ne peuvent pas avoir en même temps. La sélection a été faite en toute transparence. Donc c'est un grand soulagement. Nous ne pourrons dire qu'au chef de l'État, merci. Merci pour ce soutien qui est venu au bon moment. Cette initiative vise à pérenniser les actions de solidarité en faveur des différentes couches socio-professionnelles, particulièrement en ces mois. Le monde artistique et le monde de l'artisanat sont très honorés d'être choisis pour recevoir 1000 kits après avoir reçu 200 kits d'énergie pour les artisans du Mali l'année dernière. C'est pour dire tout simplement que le président, dans sa magnanimité, a une pensée profonde pour le secteur, pour l'ensemble des secteurs. Il n'oublie personne et c'est un message fort en ce mois béni et nous formulons des vœux de bonheur, de prospérité pour notre pays. Le président de la transition attache beaucoup d'importance au travail que les artisans et les artistes font pour le Mali. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là à distribuer 1000 kits en tout, 500 kits pour les artisans et 500 kits pour les artistes. Tout ça, c'est pour apporter la solidarité et le patriotisme du président de la transition. Pour les artistes et artisans maliens, ce Ramadan 2026 restera celui d'une reconnaissance historique. Dans un tout autre registre, parlons de ce geste fort du réseau des femmes parlementaires du CNT. En déplacement au marché de Sougouninkura, récemment ravagé par un incendie, elles ont remis une enveloppe d'1 million de francs CFA aux commerçants sinistrés pour soutenir la relance de leur activité. Adam Maïga pour le compte-rendu. Sous un soleil accablant, les femmes parlementaires se sont rendues au marché de Sougouninkura, ravageux par un incendie dans la nuit du 16 au 17 février dernier. Le constat est stupéfiant, selon la présidente du réseau des femmes parlementaires du CNT. Je suis émue et triste, comme tout le monde, de constater les dégâts. Il fallait qu'on se déplace et toutes les femmes parlementaires compatissent à la douleur
de ceux qui sont là, de nos frères, de nos sœurs, des tailleurs, des femmes, de tout le monde. Sur les lieux du sinistre, ces femmes ont rencontré Bakane Nyari. En une seule nuit, elle a vu toutes ses marchandises partir en fumée. J'étais à Ségou lorsqu'on m'a appelé pour m'informer que le marché avait pris feu. Une fois arrivé à Bamako, j'ai constaté que tout était parti en fumée. Mon magasin rempli de piments, de gombo, de soubala, de poissons fumés et séchés, ainsi que d'ail, a été entièrement détruit. Nous sollicitons de l'aide afin de pouvoir reprendre nos activités commerciales. Comme elle, de nombreux commerçants ont été victimes de cet incendie. Leur cri de cœur a été entendu par leurs concitoyens. D'où cette visite de terrain des femmes parlementaires au 5e jour du Ramadan. Mois de solidarité et de partage par excellence. Et l'objectif, c'est surtout de venir soutenir tout le monde par rapport à ce qui est arrivé, qui n'est ni le choix ni le souhait de personne. On a donné une somme symbolique de 1 million de francs CFA et à chaque fois qu'un Malien a un problème, c'est tous les Maliens qui doivent se manifester. Je suis sûr que tous les Maliens sont en train de se manifester et certain que tous les Maliens se manifesteront. Les réseaux des femmes parlementaires du CNT ont offert 1 million tout de suite, qui s'ajoute à d'autres après le recensement qui débuteront demain, Inch'Allah. Donc les dons seront répartis équitablement entre les sinistrés. En attendant la répartition totale des dons en espèces et en nature, la cagnotte en faveur des sinistrés reste ouverte. Cap à présent sur la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse du Mali organise une session de formation de formateurs en collaboration avec le programme Gouvernance locale Redevable Plus. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques et pédagogiques des jeunes formateurs, notamment en leadership, en participation citoyenne et en recevabilité sociale. Une démarche qui s'inscrit dans la consolidation d'une gouvernance inclusive et durable. Un reportage de Mamadou Fani. Le rôle des jeunes est très essentiel pour structurer et amplifier sa participation aux dynamiques de transformation sociale et la bonne gouvernance. Cette session de formation des formateurs initiée par le CNJ Mali et le programme de gouvernance locale redevable PGLR+, à l'intention des jeunes du Mali, vise à renforcer les capacités de la jeunesse sur la gouvernance participative, la redevabilité sociale et l'inclusion. La formation que nous ouvrons aujourd'hui n'est pas une activité de plus dans notre agenda institutionnel. Elle est un choix stratégique, un investissement politique et sans nul doute un engagement pour l'avenir. Notre responsabilité est claire, structurer l'engagement des jeunes et transformer leur énergie en solutions concrètes. Nous sommes convaincus que lorsque les jeunes sont outillés et accompagnés dans un cadre institutionnel fort, ils deviennent des acteurs majeurs du développement et de la cohésion sociale. À travers cette formation, PGLR+ entend transformer et institutionnaliser ses acquis auprès des structures nationales de jeunesse. La formation des formateurs vous permet, vous les jeunes, d'acquérir de nouvelles notions. Mais il ne s'agit pas d'apprendre. Il s'agit non seulement d'apprendre, mais de comprendre. De comprendre et de pouvoir restituer. Au terme de ces 4 jours de travaux, les jeunes seront dotés de compétences clés en ingénierie de formation, notamment en conception, animation, évaluation et adaptation des sessions destinées aux jeunes du Mali. Actualité AES au Burkina Faso sur le volet défense, 170 recrues engagées avec l'agence Fasomebo ont achevé leur formation militaire initiale au Centre national de formation des VDP. Ces volontaires pour la défense de la patrie contribueront désormais à la construction d'infrastructures au service de la nation. Le point avec Moussaki.
La sérénité dans le regard de ces hommes et femmes, comme pour dire nous sommes désormais engagés et déterminés pour la construction de la patrie, le Burkina Faso. Au total 710 recrues pour le bonheur de l'agence Faso Mebo. Un véritable renfort pour multiplier les infrastructures nécessaires au développement du pays des hommes intègres après 3 semaines de formation au Centre national de formation des VDP. Un renforcement des capacités qui allie patriotisme et tactique militaire. Vous avez décidé de mettre votre savoir-faire, votre énergie et votre détermination au service du Burkina Faso. Par cet engagement, vous acceptez de servir avec honneur, discipline et loyauté. La nation reconnaît ce choix et vous investit d'une responsabilité éminente. La formation que vous venez de terminer constitue une étape fondatrice. Elle a forgé caractère, affermi votre discipline, renforcé votre cohésion. On vous appelle le VDP de la construction. Et ça a tout son sens. Vous êtes engagé dans de vastes chantiers. Le Burkina Faso est maintenant en chantier et toute la nation vous regarde. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de cette grande famille Faso Mebo. À cette cérémonie de fin de formation, c'est aussi des démonstrations devant la hiérarchie militaire, des aptitudes et connaissances pour la protection et la défense des biens de l'agence Faso Mebo qui doivent être en tout temps et en tout lieu la mission première de ces hommes et femmes. Durant cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. On a la discipline, la cohésion sociale qui est l'union entre nous les stagiaires et le patriotisme. Nous avons fait 3 semaines, on a appris beaucoup de choses. Les cadres nous ont formés sur la cohésion, le patriotisme, le respect. Sur le terrain, ça peut nous aider, surtout pour l'unité, l'union entre les équipes et tout. Et ça peut servir au cas où on serait en zone rouge. Par ce cérémonial, ces recrues du complément de la deuxième vague des VDP de la construction font un choix de dévouement à la patrie. Et ils ont aussi pour boussole la persévérance et la solidarité. Et au Niger voisin, dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue au Prytanée militaire de Niamey pour s'enquérir des conditions d'études et encourager élèves et enseignants à persévérer dans la rigueur et l'excellence. Compte rendu, Toudjani Oumarou. Il est 8h moins le quart au Prytanée militaire du Niger. Dans l'enceinte de cette prestigieuse école, élèves et encadreurs ont pris position pour la traditionnelle montée des couleurs. Celle de ce lundi 23 février 2026 est tout aussi exceptionnelle que solennelle. Elle se déroule en présence des autorités en charge de l'éducation nationale, notamment Dr Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, accompagnée des cadres de son département ministériel. Cette visite placée sous les signes de l'excellence et du développement éducatif s'inscrit également dans la droite ligne de l'initiative Une semaine, une école de la ministre en charge de l'Éducation nationale. Cette initiative est porteuse d'un message fort, celui d'une école nigérienne vivante, proche de ses élèves, enracinée dans les valeurs de patriotisme, de civisme et d'excellence. Lorsque je vous vois, je vois l'avenir de l'armée nigérienne. Je vois l'avenir du peuple nigérien. Je vois en vous des grands officiers, patriotes, qui vont renforcer la culture de la bonne gouvernance, de l'intégrité et dans nos établissements. Après les différentes allocutions, la ministre en charge de l'Éducation nationale et sa délégation ont eu droit à une visite guidée des installations du Prytanée militaire du Niger. Une visite qui a permis à la délégation ministérielle de s'enquérir des conditions d'études, de travail et de vie des 800 élèves,
tous niveaux et tous sexes confondus, qui constituent l'effectif du Prytanée militaire. Le Prytanée militaire du Niger a ouvert ses portes le 18 novembre 1996 sous l'égide du président Barry Ibrahim Menassara et a été officiellement créé par décret présidentiel du 26 décembre 1997. Retour à l'actualité nationale en matière d'insertion professionnelle. La ministre de l'Entrepreneuriat a présidé la première session du Conseil d'orientation de la cellule d'appui à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Au cœur des discussions, le plan de travail 2026 est destiné à renforcer l'employabilité des diplômés formés en langue arabe. Le compte-rendu de Sorona Kamesoko. Désormais, les sortants des écoles coraniques du Mali peuvent espérer un emploi après leur formation. La création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe CEFORPA répond à cette préoccupation essentielle. C'est pour mieux coordonner les activités de la cellule que les responsables des départements en charge de l'emploi, de l'éducation nationale, de la fonction publique et les associations religieuses se concertent à la faveur de leur première session d'orientation. Organe de régulation, le Conseil d'orientation est chargé de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'insertion des diplômés et formés en langue arabe. La présente session s'inscrit pleinement dans l'exercice de cette mission. Je formule le vœu que nos analyses, vos analyses, observations et orientations sur le projet de plan de travail annuel de la CEFORPA contribuent à offrir aux arabophones des perspectives durables et porteuses d'avenir. Créée en 2022, la CEFORPA a pour mission de renforcer l'employabilité et de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. C'est là à travers des actions de sensibilisation, de formation, de reconversion et de financement. Mon département met en œuvre de nombreuses actions visant à faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat des leviers essentiels de réduction de la pauvreté et du développement économique et social. Car il s'agit pour notre département de conduire à travers la CEFORPA des actions concrètes au bénéfice d'une frange importante de notre société. À l'issue de cette session d'orientation, des recommandations doivent être formulées en vue de concrétiser les ambitions de la cellule au plus grand bonheur des sortants des écoles coraniques. Confronté à des défis socio-économiques persistants et à la vulnérabilité d'une large partie de la population, le Fonds de solidarité nationale confirme son rôle de pilier du filet social au Mali. Lors de sa 25e session ordinaire, les administrateurs ont adopté le rapport d'activité 2025 et examiné le projet de budget qui dépasse les 3 milliards de francs CFA. Moussa Kamara, Toumani Diabaté pour le reportage. Il ressort de cette 25e session ordinaire du conseil d'administration que plus de 80% des activités prévues au titre de 2025 ont été réalisées. Cette performance illustre l'engagement du fonds et la nécessité de mobiliser davantage de moyens pour consolider ses actions. Depuis des difficultés soulevées, le fonds a réalisé un certain nombre d'activités en direction des groupes vulnérables. En termes de renforcement de la solidarité nationale, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il s'agit entre autres du financement des micro-projets, de la réalisation des infrastructures socio-économiques de base et de la distribution des dons aux groupes vulnérables à travers les partenariats avec LWR Coris International. Cette session se tient à un moment où la structure entend consolider les acquis afin de mieux lutter contre la pauvreté au Mali. La présente session nous offre l'opportunité d'examiner avec rigueur et objectivité les documents soumis à votre appréciation en vue de formuler des recommandations pertinentes qui permettront au fonds de réaliser pleinement sa mission.
Au-delà d'un simple exercice administratif, la 25e session a réaffirmé un engagement clair, ne laisser aucun Malien au bord du chemin. Elle s'est ouverte par une minute de silence en hommage aux anciens administrateurs disparus en 2025, soulignant les valeurs de solidarité et de continuité de l'institution. Et dans notre chronique judiciaire, éclairage sur la mutation, ce transfert de propriété encadré par la loi domaniale de 2020 et les textes d'application de 2023, bien qu'obligatoire, cette formalité est encore trop souvent négligée, exposant les citoyens à de lourdes conséquences juridiques. Comment prévenir les risques liés au défaut de mutation? Élément de réponse avec Garibou Pérou et Jenny Magandiabati. En droit, la mutation à titre particulier ou universel désigne le transfert légal de propriété d'un bien, qu'il soit meuble ou immeuble. Derrière ces termes techniques se cache une réalité. Sans mutation officielle, vous n'êtes pas juridiquement propriétaire. Le nouvel acquéreur devient véritablement propriétaire au regard, aux yeux de l'administration, aussi bien qu'à l'égard des tiers qu'en procédant à cette mutation-là. Tant qu'on ne procède pas à la mutation, on ne peut pas en réalité se targuer d'être propriétaire d'un bien. C'est même une obligation de procéder à cette mutation. En janvier dernier, M. X vend son véhicule. Transaction rapide, paiement en espèces, poignée de main, affaire donc conclue. Mais un détail est négligé, la mutation de la carte grise. Les semaines passent, puis les mois, et les contraventions commencent à pleuvoir. Excès de vitesse, stationnement interdit, puis encore un accident de circulation. À chaque infraction, le nom de M. X apparaît sur les procès-verbaux, car pour l'administration, le véhicule lui appartient toujours. C'est prévu par la loi sur la circulation. C'est prévu également par l'arrêté numéro 2023-51-50 MTI-SG du 29 décembre 2023 fixant les détails des règles générales d'immatriculation des véhicules. Quand on va à l'article 9 de cet arrêté-là, prévoit que tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une carte grise à son nom avant toute nouvelle cession, même si cette dernière intervient dans le délai de 30 jours conformément à la réglementation en vigueur. Par exemple, moi je vous vends un véhicule à mon nom, on ne le souhaite pas. Ce véhicule fait un accident, même si c'est avec votre chauffeur, tant que c'est moi qui ai mon nom sur la carte grise, c'est moi qui endosse la pleine et entière responsabilité civile et c'est moi qui serai le civilement responsable. Le vendeur qui vend le véhicule doit veiller auprès de l'acquéreur à ce qu'il procède au transfert à son nom. Parce que s'il ne le fait pas, en cas de problème, et non seulement l'acquéreur, lui, peut-être si c'est lui qui conduit, il va endosser la responsabilité pénale, mais le vendeur ne sera pas à l'écart. Lui qui a son nom sur la carte grise, il sera le civilement responsable. À la périphérie de Bamako, Madame Y achète une parcelle en présence des témoins. Tout semble régulier. Elle paye cash, mais aucune mutation n'est effectuée auprès du service des domaines. 3 ans plus tard, coup de tonnerre. Un tiers revendique la même parcelle. L'affaire se retrouve devant le tribunal. Quand on a eu le courage d'acheter un bien, il faut avoir en réalité le courage de se rendre juridiquement propriétaire de ces biens. Celui qui vous a vendu la parcelle concernée a des créanciers. Ces créanciers peuvent toujours saisir les biens là en considérant que ce sont ces biens. En plus du risque de saisie, il y a le risque de double vente. Si le vendeur est de mauvaise foi, le vendeur peut procéder à la vente à une autre personne. Et il y a aussi le risque même de perte du bien concerné en cas de procédure collective. En plus de cela aussi, et l'acquéreur ne peut pas obtenir de permis de construire sur un titre foncier qui n'est pas en son nom. Et c'est là l'article 7
du décret numéro 2020-031 du 27 janvier 2020 portant réglementation de la délivrance du permis de construire est clair. En plus de ça, un titre foncier qui n'est pas en ton nom, tu ne peux pas déposer ça auprès des banques pour l'hypothéquer et avoir de l'argent pour le financement de tes activités économiques et financières. Là, ça constitue également un autre handicap. Dans un quartier chic de la capitale, un homme acquiert lui aussi une maison pour près d'1 milliard de francs CFA. L'acte de la vente est signé chez le notaire, mais la mutation au registre foncier tarde. Puis survient l'imprévisible. Le vendeur décède et les héritiers contestent la vente. L'immeuble aussi a une vie, c'est-à-dire l'immeuble à chaque étape de sa vie est suivi par le gestionnaire du régime foncier. Quand par exemple c'est avec vous, on sait que c'est avec vous. Quand ça quitte votre patrimoine pour un autre patrimoine, on sait que ça a quitté votre patrimoine pour un autre patrimoine, et c'est là à travers la mention de l'inscription sur ces titres-là ou les copies de ces titres-là du transfert ou de la modification ou de la radiation des droits réels. Donc pour vous dire que la mutation est impérative. Même si vous avez acheté avec 1 milliard d'investissements, tant que cette formalité n'a pas été accomplie, vous courez tous les risques de perdre tous les biens. Acheter un véhicule, une parcelle ou une maison ne signifie pas être légalement reconnu propriétaire. La mutation des documents n'est pas une simple formalité administrative. C'est une protection juridique essentielle, car sans elle, vous risquez une longue bataille judiciaire. C'est bien dit, Garibou Pérou. Et en image, hier 23 février 2026, la mosquée de l'ORTM a bénéficié d'un don de tapis de prière. Cette initiative est l'œuvre de l'imam Ousmane Souli Traoré, imam de la mosquée Al-Moutada de l'ACI 2000. La cérémonie de remise s'est déroulée bien évidemment au sein de l'office dans une atmosphère empreinte de solidarité et de fraternité. Ainsi s'achève ce journal de 20h en ce mois béni de Ramadan. Que l'esprit de solidarité, de responsabilité et de partage continue d'espérer nos actions quotidiennes, car c'est dans l'unité et la communion que se renforce la nation. Merci de votre fidèle attention. Excellente soirée à toutes et à tous.